va commencer par la première partie qui va concerner la vision 100% ENR à l'échelle européenne. Alors, dans un instant, on aura le plaisir d'accueillir Madame la ministre de Norvège, aussi l'ambassadeur de France au Danemark, pour parler aussi de la vision de ces pays-là. Je me permets de dire, je vais un peu jongler entre le français et l'anglais. Pour les interprètes, je les salue parce qu'ils font toujours un travail formidable. C'est Jeannette et Emmanuel qui sont avec nous. Il y a des casques aussi, si jamais vous voulez comprendre. Donc, pas de souci. Donc, on y va pour la vision européenne avec Bruxelles, vous le savez, qui a dévoilé cet été sa stratégie Fit for 55, atteindre les 55% de réduction des émissions des gaz à effet de serre au moins en 2030, et il prévoit de multiplier par 5 l'éolien en mer au cours de la décennie. Il y a un vrai enjeu derrière tout ça, et c'est important de revenir sur le Green Deal. Donc c'est pour ça que j'invite Xavier Guilloux à me rejoindre sur scène. Je vous en prie. Bonjour, Xavier Guilloux, donc Team Leader for Marine Renewable Energy and Maritime Spatial Planning à la Commission européenne, European Commission. Merci d'être avec nous et donc de balayer à travers aussi quelques présentations ce nouveau Green Deal européen et les enjeux qu'il y a derrière. Bonjour à tous et merci de votre accueil. Oui, je pense que c'est intéressant de repositionner nos discussions dans un contexte européen. Je pense que la présentation peut être plus... Je ne sais pas si on peut la faire avancer. Je propose qu'on aille directement peut-être à une... Voyons, on peut même les slides vont apparaître devant vous, voilà, vous allez pouvoir les voir. Aller un peu plus loin, simplement pour la 4e slide qui fait un peu une synthèse, ce sera plus intéressant peut-être. Peut-être rappeler la dynamique derrière les énergies marines. Ce graphe en est une bonne synthèse. Nous sommes pour aujourd'hui à une part marginale de l'électricité produite en Europe de sources d'énergie marine, 2%. Le potentiel estimé est à 25%. Donc là, le premier message, c'est que nous sommes au tout début d'une transition qui prend une échelle européenne. Et l'objectif de la Commission européenne, à la fois dans le Green Deal, qui a identifié les énergies marines comme un des rares secteurs industriels pour lesquels il faudrait un appui spécifique et une accélération des développements, et clairement les énergies marines renouvelables. Et dans ce cadre-là, nous avons posé une analyse, une vision et une perspective pour l'Europe qui est très ambitieuse, comme vous l'avez indiqué, à la fois avec des objectifs à moyen long terme, mais aussi des objectifs à court terme, qui nous semblent importants à deux niveaux, à la fois d'abord pour rappeler que les énergies marines renouvelables ne sont pas limitées à la mer du Nord. Les capacités commerciales aujourd'hui installées, connectées, sont principalement sur la mer du Nord et en partie sur la mer Baltique, mais également, c'est le cas en France, une filière, il y a un coût d'entrée pour peut-être en temps pour démarrer une filière, mais un potentiel formidable, notamment sur les zones aussi atlantiques et Méditerranée. Et ça, c'était important, et ce n'est pas seulement une vision de la Commission européenne quelques semaines après N'hésitez pas à rapprocher votre micro aussi pour qu'on puisse vous entendre, parce que c'est plus simple aussi en streaming. Voilà, merci bien. Quelques semaines à peine après la présentation de la stratégie de la Commission européenne, l'ensemble des ministres de l'énergie de l'Union européenne ont aussi, dans des conclusions communes qu'ils ont proposées, validé cet axe de travail et de développement. Donc il y a un vrai consensus pan-européen sur ces questions-là, et l'ensemble des États membres y ont joué un rôle important. Et au niveau de nombreux États membres, au-delà des 4-5 pays majeurs de la mer du Nord, on voit des trajectoires très ambitieuses, que ce soit en Pologne, dans les pays baltes, sur l'Irlande, sur la France, également sur l'Espagne, sur l'Italie, avec aussi un intérêt récent mais marqué sur la mer Noire qui était peu visible jusqu'à présent. Donc on sent réellement une accélération. Alors une des raisons, c'est que la technologie a démontré qu'elle était fiable, qu'elle était capable de fournir des capacités avec des coûts concurrentiels, qu'il y a un écosystème européen très important avec une industrie maritime extrêmement complémentaire et en capacité de gérer des projets très complexes.
Donc il y a un vrai savoir-faire, des vraies compétences européennes et sur lesquelles on peut s'appuyer. Un mot aussi sur les autres technologies, au-delà de l'éolien posé, notamment les technologies flottantes, donc on parlera beaucoup pendant ces deux jours, mais aussi les technologies hydroliennes et houlomotrices. Et dans ce cadre-là, nous avons souhaité avoir un objectif ambitieux à plus court terme pour 2025 et d'aider à structurer un ensemble de projets de fermes pilotes sur l'ensemble des eaux européennes, principalement sur l'Atlantique où se concentre la ressource. Et c'est une étape importante de basculer de projets de démo 1-1 vers ces fermes pilotes. Et donc, voilà, ça c'est un axe de travail très important. Vous l'avez indiqué, des objectifs assez majeurs sur les prochaines années de multiplier par 5 les capacités installées, d'atteindre des tailles commerciales pour les autres technologies hydroliennes et houlomotrices. Et ces stratégies nous sont utiles dans le dialogue avec les États membres, mais également dans les programmations financières qui en découlent, puisque les énergies marines renouvelables sont un axe de travail prioritaire et ça se décline ensuite dans des priorités de programmes de recherche, d'accompagnement, notamment dans le cadre du programme de relance également. Merci à vous. Vous avez fait le tour de cette présentation. Merci Xavier Guilloux. On va donc enchaîner. Oui, on peut vous applaudir, évidemment. On va enchaîner donc avec la première table ronde où on va faire un tour d'horizon et justement partir aussi dans les pays du Nord. Donc j'invite à me rejoindre sur scène Madame Tina Brou et messieurs Michael Starbeck-Christensen, Régis Boisjegrin et Yvan Faucheux. Je vous en prie. Voilà, je vous le disais, il y a toujours un petit exercice de récupérer évidemment un micro, puisque tout est nettoyé évidemment entre chaque séquence, c'est vraiment important. Donc on va poursuivre avec ce tour d'horizon de ce qui se passe évidemment en Europe et voir dans quelle mesure les énergies de la mer peuvent contribuer aussi d'une façon décisive à la construction d'un mix totalement décarboné ou quasi décarboné. On va dans une échéance de, on va dire, on a envie que ce soit quelques années, 10 ans, 20 ans, peut-être 30 ans grand maximum. Donc on va faire un tour d'horizon. On est ravis d'accueillir Madame la ministre Tina Brou, Minister of Petroleum and Energy de Norway. Je sais que vous voulez que je vous pose des questions en anglais. C'est très bien, comme ça on va avoir un échange ensemble. On est également avec Michael Starbeck-Christensen. J'espère que je prononce correctement votre nom. Ambassadeur de France au Danemark. Vous voulez que je vous parle français ? De Danemark en France. Ouais. Exactement. Sorry. Ça serait trop bien. Du Danemark en France. Vous allez l'air de parler très bien français, évidemment. Merci beaucoup. Désolée pour l'inversion. Vous êtes 90 intervenants. Il y a des moments, je m'en mêle un peu les pinceaux. Mais je suis ravie de vous accueillir. Régis Boisjegrin, aussi, Executive Director in charge of Maritime Affairs, pour bien parler français, département de RTE. Vous êtes aussi, vous, dans une vision prospective. On va voir aussi avec Yvan Faucheux dans un instant et vous allez nous en dire plus sur ces futurs scénarios aussi 2050. Et puis Yvan Faucheux, merci d'être avec nous, un commissaire référent du comité de prospective de la Creux. Je commence par vous, évidemment, Madame Tina Brou, merci d'être avec nous. Donc on le sait, hein, la Norvège a un objectif, quand même une ambition de 100% d'énergie renouvelable. What is Norway's strategy for 100% renewable energy mix? Well, thank you. And first, bonjour, everyone. It's a pleasure to be here. This is actually my first ever trip abroad as minister, because I have been Corona minister, basically, and not been able to travel. And it's a pleasure to be able to be here. So thank you for the invitation. And where else better to have your first trip than to France? We have to agree on that. But yes, of course, what is our strategy to be 100% renewable?
Norway already has a very high percentage of renewables in our energy mix, not least because the green transition in Norway started basically a century ago when we decided to exploit our hydropower resources. So we have a very good starting point, but of course we want to be 100%. Right now we're at over 70% in our energy mix. So we have a better starting point, but at the same time, we still have to use more electricity in, for example, the transportation sector, the industry sector. We know this is our easiest and quickest path to decarbonization totally and to cut our emissions, because let's not lose track of the overall goal here. Why are we talking about the role of renewables? Why is this important? It's important because we all have to reach our common climate goals, and we really have no choice. We have to do this. Yeah. And the time is short. We need to step up the action. It needs to move faster. And so we have to speed up this transition. But we are seeing, in addition to, of course, using renewable power, we're seeing very exciting opportunities in new technologies like hydrogen, of course, offshore wind, which we are discussing here. We have taken a few pretty big steps on this in Norway just the past few years. We've opened 2 areas now for wind farming. So it's moving forward, and we see great industry potential because the tempo on renewables and getting this to be bigger is also a question of creating jobs. It's opportunity. It's not just something we're doing because climate. I mean, it's good in many, many different ways. So Norway is a nation that has always lived with and of our energy resources, and we will continue to do that in the future. And we're seeing many possibilities within renewables, not least offshore wind, and of course hydrogen as well. So we're moving quickly, but we don't have a lot of time. And can you say a little bit more about the 2 you have opened, 2 new zones? Yeah. Yes, we have one in called the South North Sea, which is more. It fits better for bottom-fixed wind. It's something that we're hoping, or we expect to be able to lift without any state aid. It's already at a point technology-wise where this is something that can be done on commercial basis. We're seeing great interest from Norwegian industry on this area, and also international industry. Many partnerships have been formed. We're looking to use an auction form for this area, where there will be a pre-qualifying process and then the auction. All the terms for the auction are not yet set, but this is the model that we want to use for this area. And then we have the other area, which is Utsira North, which is more fitting for floating wind. And here we have potential, but we also know this is something that will probably require some form of state aid. So we will not be using an auction form for this area, but we're going to award concessions based on qualitative criteria for this. And it's also because technology is the driver here. We still need to see technology development on floating wind. Floating wind is also what has, in my view, the greatest potential globally. It's what we're going to need to see deployed at large scale if we are to be able to produce all this renewable energy that we know the world needs to reach its goals. And of course, bottom fixed is good, but it's really deep sea areas that we have most of globally, and maybe also where reason for conflict will be lower. I mean, we've already touched on it so far in the different speakers today, seeing how conflict can arise. You have environmental issues, you have maybe local protests, etc. You need to find a way to coexist with other forms of industry, fisheries, among other things. So, but we're doing this to see a technology drive, and for Norway's part, I mean, of course, we have a lot of renewable energy on land. We don't necessarily need this renewable energy ourselves at the moment, possibly in the future. But for us, it's about building industry. It's about building on competence that we already have in the oil and gas sector. I mean, we know deep waters. We know subsea. We know how to be out in bad weather, basically. So we're seeing this as a perfect fit to actually see a transition from oil and gas into something new. And we're already seeing that happen in many different supplier industries in the oil and gas sector that before, maybe just back in 2015, had all of their revenue in oil and gas. And now they have basically half
oil and gas and renewables and floating and offshore wind. So for us, it's also about creating value for the future and jobs and new industries. I've got another question for you, but I will ask you just after Mr. Ambassador a few minutes, because it's about our country, about France. But I will ask also the same question for Michael Starbeck Christensen, donc ambassadeur du Danemark en France, j'ai bien pas tout inversé. Alors, c'est pas un hasard, évidemment, si vous êtes là, parce que le Danemark, on le sait, c'est un pionnier quand on parle vraiment d'éolien en mer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le rôle de l'éolien en mer, qui a aussi une stratégie, on parlait de la stratégie de la Norvège, une stratégie aussi de neutralité carbone à l'horizon 2050. Merci. Votre micro, c'est mieux. Merci. Et merci pour l'invitation pour cette conférence. Je suis très heureux d'être ici en personne. C'est comme la ministre a dit, c'est vraiment nécessaire de rencontrer ses partenaires. Non, mais au Danemark, le premier parc éolien en mer a été créé il y a 30 ans. C'est-à-dire, nous sommes, comme vous avez dit, pionniers. À l'époque, c'est des plus petites éoliennes subventionnées par l'État. Mais nous avons vu un développement rapide depuis le premier parc éolien. Et au Danemark, je pense que c'est très important, il y a une volonté politique pour créer une perspective long terme. Le gouvernement, avec tous les partis politiques au Parlement, c'est-à-dire c'est un consensus que le Danemark, à 2030, va réduire ses émissions de gaz en effet de serre de 70%. Une ambition plus que les chiffres décidés à l'Union européenne, mais pour forcer une développement. Et je pense pour aussi les entreprises, cette prévisibilité est très importante pour des investissements. Et au niveau politique, on est sûr que c'est le chemin pour le Danemark. C'est-à-dire, l'année 2027, l'objectif, c'est d'avoir 100% production d'électricité par des énergies renouvelables. Surtout des éoliennes en mer. 2027, c'est dans 6 ans. Mais c'est vraiment une perspective réaliste, nous pensons. Et on a aussi décidé, et je pense que c'est très intéressant, de créer des îles énergétiques en mer. Dans des années, c'est une parc de 600 éoliennes en mer. Avec une connexion dans une île artificielle. Et sur cette île, on pourra produire, par exemple, hydrogène vert. C'est une production très loin du côte, c'est-à-dire ce n'est pas une vision négative pour les citoyens. Mais on va commencer avec moins de 600, mais l'objectif, c'est d'avoir cette parc énorme des éoliennes. Et la production, ce n'est pas seulement pour le Danemark, parce que c'est une production de 10 gigawatts. Et bien sûr, une condition, c'est d'avoir une ressource en Europe, c'est-à-dire on partage, on vend cette énergie avec d'autres pays. Entre les pays nordiques, nous avons une ressource, un échange d'énergie et d'électricité très efficace. Nous importons de l'électricité de la Norvège ou de la Suède et nous exportons vers la Suède et la Norvège. C'est très efficace et je pense pour toute l'Europe, c'est l'idéal à venir. Produire beaucoup d'électricité où c'est possible et partager avec l'un et l'autre. Alors, vous avez un grand engagement, vous venez de le dire. Qu'est-ce que vous pouvez apporter justement aux autres pays sur ces questions-là et en particulier, évidemment, sur les enjeux des énergies marines? Non, mais pour nous, bien sûr, comme la ministre a aussi dit, c'est une question c'est pour l'industrie, c'est une question de l'emploi. Chaque gigawatt pourra créer
l'emploi pour 15 000 personnes. C'est le moyen. Hein. C'est-à-dire, pour nous, c'est vraiment une industrie très importante, mais c'est aussi une question de partager ces connaissances parce que nous avons des grands objectifs en Europe et au monde pour réduire les émissions. Et nous pensons que sans les éoliennes, et surtout les éoliennes en mer, ce n'est pas possible de réussir ces objectifs. Et nous sommes prêts de partager nos expériences au niveau politique, au niveau technique, mais surtout aussi au niveau des expertises des entreprises qui sont présentes aujourd'hui à Synergy. Et alors ici, la France, monsieur l'ambassadeur, quelle vision vous avez sur le développement de l'éolien offshore ici? Non, mais le premier parc me manque, hein, mais le potentiel est énorme en France. Comme le Danemark, c'est un pays maritime. Et je pense que c'est une question de commencer, d'utiliser tout le potentiel en France. Et je pense, avec le premier parc l'année prochaine, c'est possible de voir qu'est-ce qu'un parc éolien. Parce qu'au Danemark, on a s'habitué, c'est pas une grande chose, hein, mais je sais, il y a beaucoup de discussions et peut-être aussi beaucoup des inquiétudes en France. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dangereux pour les pêcheurs ou d'autres? L'acceptabilité. Et l'acceptabilité, c'est vraiment important. Et c'est-à-dire, ces processus aussi, les analyses environnementales sont très importantes de faire avec une prudence parce que il faut avoir une accepte. Mais je pense au Danemark, parce qu'on a eu ces parcs éoliennes pendant 30 ans, l'acceptabilité est presque 100%, mais par exemple, les éoliennes en terre, il y a des discussions, comme en France. Est-ce que c'est une belle visage pour le patrimoine ou pas? Mais si c'est 20-30 km en mer, c'est peut-être un peu plus facile à accepter. Merci à vous. Alors justement, je voulais parler de France. I want to talk about France. What are Norway's ambition for the development of offshore wind with us, with the French? We'd love to, if you have. No, but I think collaboration on this is key. And like the ambassador is saying, what we can potentially be seeing in the North Sea when it comes to maybe energy islands, when it comes to an infrastructure on a grid for distributing electricity. I mean, the possibilities are endless. And if you also maybe see hydrogen production in connection with that down the road, you are looking at the infrastructure that will enable the green transition for all of us. And this is a common goal we have, so we have to work together on this. Norway is a small nation, but we're outward looking. We fully support the Green Deal in the EU. We're working also towards the Commission. We have a lot of dialogue. We talk together, how can we make this work? We contribute and are part of partnerships in the EU and cooperation bodies like, for example, the North Sea Energy Cooperation. It's important for us. So sharing our knowledge, sharing our how this has been received in different countries. We're talking about just now having acceptance for this development, I think, is key. So we need to move quickly, but we also need to move in the right way so that we don't leave people behind, so that they take part in the development, that they can see that this brings something positive and that the effects are good. And I think we need to bring together Norwegian companies, French companies, need to talk together. The clusters are very important. They do an important job. I know you have a lot of those here in this region. And I'm here to learn as well, because I know you're front runners on this field. You've done so much exciting in this region. You're a step ahead of a lot of us. So that's also why I'm here today. I want to talk to people and learn, basically. Voilà. Le message est passé. I think a lot of people will going to talk with you. Thank you very much. Merci, Madame la Ministre. Alors, on va continuer un peu. On a déjà fait un petit peu de prospective, évidemment, avec nos intervenants qui se projettent dans la neutralité carbone, notamment, mais la prospective avec, dans un instant, la Creuse, si je puis dire, et maintenant RTE avec vous, Régis Moijogrin. Donc, quelques mots sur cette étude, Futur énergétique 2050, que vous réalisez à la demande du gouvernement. C'est ça, depuis déjà 2 ans, c'est ça, d'études. Et normalement, tout devrait être dévoilé d'ici la fin de l'année, c'est ça, à peu près?
Absolument, on doit rendre notre copie autour de fin octobre. Permettez-moi peut-être d'abord de rappeler qui est RTE et ce qu'on fait dans les énergies marines renouvelables, parce qu'on est plus connu sur terre que sur mer pour le moment. Donc en fait, on a deux fonctions principales en tant qu'entreprise chargée d'un service public: gérer une infrastructure industrielle qui aujourd'hui donc se déploie en mer. On devient opérateur industriel maritime et donc on est ravi de rejoindre cette filière. Et puis on a une autre mission qui est d'assurer en permanence l'équilibre du système électrique, et ça c'est un métier qui consiste seconde après seconde à s'assurer qu'on a à peu près autant de production que de consommation sur le réseau électrique. Alors en fait, RTE, dans le dispositif français, a une position assez unique, puisqu'on assure la co-maîtrise d'ouvrage des projets depuis les périodes amont où on est en phase de débat public pour choisir la zone maritime et la zone de raccordement, jusqu'à la mise en service des parcs éoliens en mer des producteurs. Et puis après, on assure l'exploitation, le maintien en condition opérationnelle des ouvrages de raccordement sur des durées assez longues. Et ces ouvrages de raccordement, ils se composent d'un poste électrique à terre, de câbles souterrains terrestres, de câbles sous-marins et depuis l'appel d'offres numéro 3 de Dunkerque, nous avons également en charge la réalisation et l'entretien des plateformes en mer. Donc, du fait de notre rôle, on a besoin d'anticiper un peu comment peut évoluer le mix de production. Et je dirais qu'il y a un élément qui a permis quand même de bien cadrer les travaux que réalise RTE, c'est finalement le choix de la neutralité carbone qui a été rappelé par nos partenaires norvégiens et danois. Finalement, cette neutralité carbone, elle nous conduit à constater deux choses principalement. La première, c'est qu'il va falloir de toute façon faire un effort important en termes de réduction globale de la consommation d'énergie. Et le deuxième, c'est qu'on va devoir faire face à des besoins extrêmement importants en électricité décarbonée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va falloir sortir des usages fossiles énergétiques. Et ça concerne au premier ordre en France, parce qu'on a déjà un mix de production qui est très largement décarboné, mais il va falloir le compléter. On sait que la demande en électricité, dans ces scénarios-là, va essayer d'augmenter. Parce qu'il faut sortir des fossiles dans le transport et dans l'industrie. Et donc, du coup, les différents scénarios qu'on a cadrés conduisent, selon la place du nucléaire à l'horizon 2050, à devoir mettre en service entre 22 et 62 gigawatts d'éolien en mer, auxquels s'ajoutent d'ailleurs, puisqu'on est à synergie, 3 gigawatts d'hydrolien dans les scénarios où finalement on déciderait de ne pas renouveler le parc nucléaire. Donc c'est considérable parce qu'aujourd'hui, on a 2 gigawatts de capacité en construction. 2 gigawatts. Donc ça veut dire c'est entre x10 et x30, entre maintenant et 2050, pour pouvoir... Là, ça serait très compliqué. 2030, oui, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il faut à peu près une dizaine d'années. C'est ce qu'on vient de dire, c'est pour ça. Donc il faut s'y mettre tout de suite. Il faut sortir du salon et y aller très fort. Voilà, donc... on a une dynamique, une accélération très forte devant nous. Alors après, pour réussir cette accélération, moi je vois trois éléments principaux. Le premier, il a déjà été évoqué par de nombreux participants, c'est la planification. Et la planification, elle doit être pensée vraiment aux différents niveaux, européen, national et local. Au niveau européen, l'ambassadeur l'a rappelé, le Danemark est en avance. Le Danemark a déjà mis en service des structures de raccordement qui permettent de massifier et donc d'optimiser le coût d'acheminement de ces énergies marines renouvelables. Le Danemark est, avec l'Allemagne, le premier pays qui a mis en service ce qu'on appelle un réseau hybride, c'est-à-dire un réseau qui combine à la fois des fonctions d'interconnexion, d'échange d'électricité entre pays, mais également de production d'énergie marine renouvelable. Et c'est effectivement le Danemark, c'est l'île de Vindø, c'est comme ça qu'on prononce ? Je ne sais pas. Vindø. Oui. L'île de Vindø, qui est l'île artificielle qu'évoquait monsieur l'ambassadeur et qui, elle, va sur du couplage, c'est-à-dire combiner la production d'énergie marine renouvelable avec de la production d'hydrogène vert. Et ça, c'est au niveau européen,
en travaillant sur la planification sur les façades maritimes européennes qu'on peut regarder quels sont les endroits et la manière de réaliser ces structures de très grande dimension. Au niveau national, on parle de 22 à 62 gigawatts. On a aussi évoqué le sujet de l'acceptabilité. C'est indispensable de planifier à la fois pour donner de la prévisibilité à notre filière industrielle, mais aussi pour préparer dans la durée la coexistence sur l'espace maritime avec les activités notamment de pêche. Donc ça, c'est la planification. Après, vous parlez de coordonner à l'échelle des bassins maritimes européens, c'est ça aussi? Absolument. D'ailleurs, il y a une association européenne, ENSOE, qui est chargée finalement de projeter à des horizons de 10, 20, 30 ans comment doit évoluer le réseau électrique européen pour répondre aux besoins. Et donc, il y a également maintenant des travaux qui sont lancés pour regarder la manière dont ce réseau de transport offshore pourrait se déployer sur les différentes façades. Ce sont les dernières perspectives. Non, enfin, après je vais passer la parole à Yvan. Oui, un dernier point, c'est important, on l'a évoqué aussi, le flottant. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, je l'avais en tête. Le développement de l'éolien flottant, pour vous, c'est aussi l'un des axes de... D'abord, c'est un des axes, parce que si on ne va pas vers le flottant, on ne saura pas avoir une ambition forte en France. On ne saura pas. Voilà. Parce qu'on sait faire du posé sur la façade Manche-Est, mer du Nord, on sait faire du posé pas trop loin des côtes sur les autres façades, mais on ne pourra pas en mettre 30, 40 ou 50 gigawatts, par exemple, sans créer finalement un encombrement de l'espace. Donc il faut aller sur le flottant pour avoir une ambition forte en matière d'énergie marine renouvelable. Et le flottant, c'est aussi une formidable perspective de coopération au niveau européen. Le bassin méditerranéen est concerné au premier ordre, parce qu'on est sur des fonds profonds très rapidement. L'arc atlantique aussi, avec notamment nos amis irlandais, qui ont des perspectives dans ce domaine. Et puis la mer de Norvège, qu'évoquait la ministre, au sein de laquelle des zones sont identifiées pour des appels d'offres en flottant. Donc je pense qu'il y a des alliances industrielles transnationales qui peuvent être construites pour accélérer le développement du flottant au niveau européen. Merci à vous pour cette présentation. Alors, je vous l'ai dit, ce sont des séquences assez dynamiques où l'essentiel, c'est d'attirer l'attention sur différents points. Donc, on va poursuivre avec vous, Yvan Faucheux, commissaire référent du comité de prospective de la Creux. Donc, vous avez notamment mené une étude regardée de près ce qui est en termes d'énergie marine et des perspectives. Peut-être vous rappeler un petit peu le mode de fonctionnement quand même de ce comité de prospective. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si les slides vont être projetés. Bon, normalement, elles doivent être projetées moi, je vais quelque part en coulisses. Je vais le faire en bonjour à tous, merci. Alors tout d'abord, pour faire une toute petite précision, parce que beaucoup de gens connaissent la Creux dans le rôle de régulateur, un peu moins comme étant un prospectiviste. Donc le fonctionnement du comité de prospective, ça a été créé en 2017 par le président de la Creux. Et l'idée, c'est d'essayer d'échanger avec l'ensemble des parties prenantes de façon ouverte sur des bases rationnelles, si possible rationnelles, et d'essayer d'éviter de rentrer dans autre chose que du débat fondé sur des chiffres et des faits. Et donc le comité de prospective associe l'ensemble, ou essaie d'associer l'ensemble des acteurs, et on essaie de se projeter à 10, 20, 30 ans. Et cette année, on avait fait un groupe de travail sur les énergies marines. Il y en a eu 4 au total. Alors, il y en a eu 4. Il y a eu l'hydrogène. Alors, pour ceux qui sont des grands adorateurs de l'hydrogène, je vous invite à aller regarder le rapport hydrogène. On n'est pas d'un enthousiasme débridé, pour ne pas dire autre chose. Enfin, en tout cas, comme apport de l'hydrogène au système énergétique, pour le système industriel. Pourtant, il y a un grand enthousiasme sur les... Ah oui, il y a un enthousiasme. C'est le couteau suisse de la transition énergétique. Alors après, comme tout couteau suisse, on ne sait jamais si ça reste au fond du tiroir comme un gadget ou si ça sert effectivement quand on en a besoin. Donc le groupe de travail énergie marine a été cette année coprésidé par Marc Lafosse. Donc copinage absolu, raison de ma présence ici, et Hugues Belaise de General Electric. Ça a travaillé pendant tout le Covid. Il y a eu 10 réunions, on a audité 26 experts, y compris des comités des pêches. J'aime bien les litres de café aussi. Voilà, on a bu 170 litres de café. On a fait 11 propositions, il y avait 60 membres et on a produit un rapport. Constat du groupe de travail. Je vais aller assez rapidement sur les constats du groupe de travail. C'est qu'on est effectivement sur un paradoxe français.
Aujourd'hui, on a le 2e gisement de vent marin d'Europe, on a la 2e zone économique, après les États-Unis. Mais bon, on a une éolienne flottante au large du Croisic qui est injectée sur le réseau, et c'est à peu près tout ce qu'on a fait depuis le début. Oui. Donc pourquoi peu de planification précise des façades maritimes, et cadre réglementaire qui ralentit les projets, ça a été relativement souligné, et puis un défaut d'acceptabilité des co-usagers. On a touché un sujet dans les énergies marines, c'est un petit commentaire. On a sans doute peut-être en France transposé ce qui se passait à terre, et on a oublié que le droit à terre, c'est le droit de propriété privée et par exception l'usage des autres. Le droit maritime, c'est l'inverse. Pas de droit de propriété privée et respecter les usages des autres, y compris les pêcheurs, y compris d'autres personnes. Et donc, prendre une planification ou prendre un processus réglementaire qui travaille ou qui s'inspire d'un droit de propriété privée alors que la mer est exactement l'inverse, c'est pas évident. Donc c'est pour ça qu'on a dit c'est une planification des usages et ce n'est pas une planification des droits. Après, même si, pour développer des champs, il faut avoir un droit d'utilisation. Mais mettre le droit avant l'usage, c'est pas évident. Et ça, on a été voir ce qui se passait aux États-Unis, au BOM, mais aussi Norvège, Danemark, Pays-Bas, etc. Eux ont souvent pris plutôt l'angle de l'usage par rapport au droit. Ça nous a paru très, très éclairant sur le sujet. Voilà, donc 5 gigawatts fixés par la PPE, 60 gigawatts de puissance fixés par l'Union européenne à 2030, 7 parcs dont aucun n'est en fonctionnement, et pour autant un tiers des industriels implantés sur le territoire national, ce qui prouve que on peut dépenser 0 de CSPE tout en ayant des retombées industrielles en France. Je trouve que pour ceux qui pensent qu'il faut absolument dépenser de la CSPE, c'est le charge pour service public d'électricité, c'est les feed-in tarifs, pour avoir de l'industrie. On a un petit contre-exemple, mais je ne sais pas s'il est tout à fait durable. Dans les causes du retard, il y a un sujet temporel. Je vais insister 2 minutes, si Nathalie m'y autorise. Vous pouvez, de toute façon. On a du mal à être dans les temps, mais c'est pas grave. Mais je ne vais pas non plus vous empêcher de parler. Pour les énergies marines, c'est paradoxal d'être dans les temps. Alors ça, si les traducteurs arrivent à traduire le calembour, ils sont très forts. La Creux, le comité de prospective a quand même vu que ce sujet du temps a un processus décisionnel global qui est très très lent. Il ne donne pas de vision d'ensemble pour l'ensemble des parties prenantes, il capitalise peu ou mal sur les retours d'expérience, et puis surtout même pour les opposants, quand on a audité les comités des pêches, quand on a audité la LPO, etc., ils nous disaient, mais vous êtes bien gentils, mais les gens qui ont suivi le champ il y a 10 ans, ils ne sont plus là. Donc quand on reprend la concertation, c'est Sisyphe, on remonte le rocher, il redescend, on remonte le rocher, il redescend. Alors ça, pour un processus décisionnel, c'est compliqué. Je sors un peu du comité de prospective. La Creux est là pour défendre le consommateur à court, moyen et long terme. Et c'est un arbitrage. On ne défend pas un consommateur à court terme en se battant sur le tarif d'achat, comme on défend un consommateur à moyen terme pour essayer de lui assurer une énergie, c'est-à-dire que quand il allume l'électricité, quand il allume le courant, il y a de l'énergie. Et on ne défend pas le consommateur à long terme en disant il faut absolument des retombées industrielles en France, ce qui nécessite parfois d'arbitrer avec la recherche du tarif immédiat optimal. Et donc, cette espèce de temporalité est compliquée à la Creux, où il faut qu'on jongle en permanence avec. La défense du consommateur court terme, c'est le prix. Et là, je rappelle que les feed-in tarifs, c'est 8 milliards par an pour le consommateur français. Dans un contexte où on aurait une dette très raisonnable et un déficit somme toute acceptable, je pense que ce serait un sujet de deuxième ordre. Là, c'est plus du tout un sujet de deuxième ordre. Et donc, côté Creux, la défense du consommateur court terme, c'est ça. La défense du consommateur moyen terme, c'est s'assurer qu'il aura de l'énergie quand il en aura besoin. Ça renvoie à un sujet de réseau. Dans le rapport, la question s'est posée, est-ce qu'il ne faut pas inverser en se disant que finalement, le réseau ne suit pas les projets, mais les projets suivent une optimisation du réseau. Mais c'est compliqué. Parce que si on optimise le réseau, si on investit, si on surinvestit dans le réseau, on immobilise du capital. Alors pour RTE, je ne parlerai pas du coût moyen pondéré du capital d'RTE, c'est des débats qu'on a tous les 4 ans. Mais ça coûte cher. Immobiliser des stations, immobiliser des unités de raccordement, ça coûte cher. Donc il faut être sûr que après, quand on fait la programmation des champs, les champs sont là en temps et en heure. Comment est-ce qu'on arrive à créer des phénomènes ou des dispositifs incitatifs pour aller vite? Et puis, la défense du consommateur à long terme, c'est de l'industrie. C'est un développement de l'offre.
on peut créer des dispositifs de soutien à la demande. Bon, c'est très bien. Mais si on n'a pas une offre nationale en face, on a à peu près la même histoire que dans le photovoltaïque qui, en Europe, n'a pas été, je dirais, une réussite industrielle éclatante, pour le dire gentiment. Et ça nécessite de créer des structures industrielles qui prennent du temps, parce qu'il faut des hommes et des femmes pour les faire tourner, il faut de la formation. Et là-dessus, les territoires ont un rôle absolument essentiel à jouer. À Saint-Nazaire, l'ADEME a une participation dans les unités de GE. Et ça a une décision qui datait de 2012. 2012-2021, ça prend du temps. Vous avez eu la charte d'engagement aussi qui vient. On a eu la charte d'engagement. C'est du temps. C'est beaucoup de temps parce que derrière, ce sont des unités industrielles. Les unités industrielles, ce ne sont pas que des machines. Et là-dessus, il faut faire très attention à ne pas toujours décorréler ou à ne pas toujours avoir des discrepancies en anglais entre le soutien à l'offre et le soutien à la demande. Vous faites quand même 11 propositions pour y remédier. Là. Oui, non, mais je vais pas optimiste. Vous n'avez pas le temps, il faut aller regarder sur le site de la Creux. Alors oui, alors en plus, le rapport est en anglais maintenant. Vous pouvez même aller télécharger le rapport en anglais. Puis pour ceux qui veulent, j'ai des clés USB avec les rapports, donc vous venez me voir à la sortie. J'ai des petits goodies. Dernier élément sur la défense du consommateur à long terme, ne pas négliger les autres technologies. Alors ça, c'est un petit souvenir. Il y a 5 ans, Synergie, on avait lancé les appels d'offres pour les fermes pilotes éoliennes flottantes. On s'était pris des sarcasmes d'un certain nombre de membres de la filière, je ne citerai pas de nom, pas le temps, sur le thème, mais vous êtes trop en avance, vous allez claquer de l'argent public, qu'est-ce que c'est que ces bêtises, etc. etc. Bon, force est de constater qu'après, quand on lance un appel d'offres commercial 4 ans après, eh ben, il y a des candidats pour faire des offres commerciales. Et donc je pense que là-dessus, il faut faire très attention au fait que aujourd'hui, celui qui est capable de prédire le rythme de développement des énergies marines renouvelables et plus largement des énergies renouvelables, le rythme de décroissance des coûts, etc., je le classerai dans 3 catégories. Il y a le génie, il y en a très peu. Il y a les escrocs, mais ils ne sont pas dans cette salle. Et puis il y a les illuminés. Ils sont dans cette salle. Il faut avoir une certaine dose d'illumination pour aller en mer, pour dire je vais faire des énergies marines. Quand le Danemark l'a fait il y a 30 ans, je pense qu'on a dû les traiter d'illuminés. Aujourd'hui, je pense qu'on les traite de gens très sérieux. Voilà. Merci à vous. Donc, on a bien compris, vous avez des clés USB. Maybe, Madame la Ministre, a conclusion in 1 minute. Difficult. Well, just thank you for the opportunity, and I found it very interesting too. I was following the texting. I don't know if it caught everything, but it was very interesting to hear your experiences with this. And I think this is the key. It's moving fast, but not too fast, and finding that right balance in the supply and demand side, and that it all fits together, I think is very important. We're taking huge steps in Norway. Right now, we are building what is going to be the world's biggest floating wind farm. But we still have technology development to move on this, and this will be our main focus in the years ahead. We're looking to also have competition on the southern parts that we've opened. It's a perfect area that is well suited to also connect with other European countries. That was also discussed partly here today. These hybrid projects, the grid thinking in the Northern Sea, I find that very interesting. But of course, it's also a regulatory question, which all countries have to work together on, and we're doing that process in Norway right now. But thank you so much for having me. It was very interesting. I'm looking forward to the rest of my time here and to learn more of everything that you're doing here in France. Thanks. Merci à vous. D'ailleurs, on vous retrouvera demain. Oui, on peut vous applaudir. On vous retrouvera demain à nouveau sur ce plateau, et je sais que vous allez intervenir aussi en fin de journée sur un side panel justement sur l'acceptabilité locale, donc sujet important là aussi en France et en Norvège. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez rajouter un mot, alors je vous en prie. Oui, non, mais je voudrais également de féliciter les acteurs français pour les nouveaux développements des éoliennes, des parcs éoliennes flottantes, et aussi la Norvège. Je pense que vous êtes les pionniers dans cette nouvelle épisode, parce qu'au Danemark, je pense, on n'a pas besoin des îles flottantes. Nous sommes un pays plat avec une mer plate, c'est-à-dire le profondeur est maximum 30 mètres. C'est facile de construire des parcs éoliennes, mais en France et à la Norvège, c'est un peu plus difficile. Je pense que c'est un nouvel épisode pour l'industrie, aussi pour les efforts de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et même nous n'avons pas besoin de ces parcs éoliennes flottants au Danemark
bien sûr, nous sommes très intéressés d'être engagés avec vous dans les développements et je suis très contente qu'entre les 10 candidats sélectionnés pour participer au processus autour du parc Bretagne Sud se trouve aussi une entreprise danoise, Copenhagen Infrastructure Partners, qui est présente ici à Sea Energy. C'est une nouvelle aventure et nous sommes engagés dans tous les projets, si possible, qui s'occupent avec les éoliens en mer. Merci beaucoup. On aurait pu évidemment parler pendant longtemps de ces enjeux et de la vision européenne. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus sur cette scène. On va enchaîner à présent. Oui, on peut vous applaudir.